Vous écoutez RTL. Maison, jardin, cuisine, brocante. Avec Bernard Poirette sur RTL. 9h39. Maison, jardin, cuisine, brocante. Ce matin, Sébastien, Laetitia, Thierry et Églantine. Mes amis, bonjour. Eh bien, bonjour, monsieur Poirette. Bonjour à tous. Sébastien Demorand, il vous arrive parfois de délaisser la côte de bœuf au profit du chou de Bruxelles ou d'une simple salade verte. C'est Pourquoi bien, pas. c'est louable. Bah au oui. menu, donc, ce week-end, de la green cuisine en français. Un programme plutôt végétarien qui va ravir Églantine et Meillet. Mais oui, c'est bien mais je ça. suis pas végétarienne du tout. Mais Oui, ça mais fait, vous aimez ça les fait du paniers bien. là-bas. Ah, mais mais j'adore les légumes. Attendez, ça fait du bien le végétarien, Bernard. Pour moi, l'idée, c'est quoi? C'est d'associer dans une même assiette le sain, le simple et le savoureux. Ce sont les 3 S. L'idée, en fait, elle m'est venue cette semaine, tout bêtement. J'étais au Bel Ordinaire, dans mon bureau, en train de picorer des noix. J'ai eu envie d'en cuisiner. J'ai eu envie de vous faire un pesto, Laetitia. pesto de noix. Et assaisonné à l'huile de coude plutôt qu'à l'huile de noix. Déjà, on va commencer comme avec, vous savez, les pignons quand vous faites pesto à la genovese. Vous faites légèrement griller vos cerneaux de noix, que ce soit à la poêle ou au four, pas trop longtemps, juste pour leur apporter des petites notes toastées comme ça. La grillées. quantité par personne, Pas énorme, Thierry. Pas 4 énorme. personnes, 150 grammes de cerneaux de noix, ça suffit amplement. Hein. Et après, pour le pesto, il faut d'abord, vous nous l'avez toujours appris, un bon mortier. Votre mortier, vous avez ça dans le Voilà, morvan tout chez à vous. fait. Alors vous le sortez. En Le pierre, mortier, à en quoi marbre. ça sert, Thierry? Ça extrait les sucs et les huiles de façon beaucoup plus délicate. Si vous n'en avez pas, bon, sortez le mixeur. Bon, c'est pas terrible. Hein, quand Allez, même, on a hein. droit. J'attends la suite de la recette. Alors, dans le mortier, Églantine, vous écrasez 4 petites gousses d'ail rose avec un soupçon de sel et vous y allez comme ça. Les feuilles de 10 brins de persil plat, les feuilles de 4 brins de basilic, vos cerneaux de noix, c'est là qu'il faut sortir les biceps, et bien entendu de l'huile d'olive généreuse, à foison, pour détendre un tout petit peu votre préparation qui doit, Quel cependant, boulot. attention, n'oubliez pas, rester toujours un peu épaisse, un tout petit peu Jamais je grumeuse. Même Sébastien, on pourrait pas ajouter un chouïa de fromage. Ah ben, il en faut toujours dans le pesto, Thierry. De parmesan râpé, 4 bonnes cuillères à soupe bien bombées. Et ça, maintenant, c'est prêt. Vous l'utilisez tel quel sur des pâtes courtes, des penne, des casarecce, ce que vous avez. L'idée, c'est toujours de lancer la cuisson de vos pâtes eau bouillante bien salée comme il se doit. Vous prélevez une petite louchette de cette eau de cuisson dans laquelle vos pâtes sont en train de cuire et vous allez la mélanger à votre pesto de Là, noix. ça va le détendre. Voilà, ça le détend légèrement et ça lui permet ensuite d'accrocher comme ça plus facilement vos pâtes. Quand elles sont cuites, les pastas, vous mélangez bien, vous servez sans attendre et vous vous dites quand même, voilà, c'est veggie, c'est bien, mais il y a quelques calories, quelques protéines parce que les noix, oui, mais les voilà. noix, La ça- végie ça pur maximum. jus va Ah pas oui. tellement apprécier votre fromage. Ça tient. Oui, c'est vrai, vous avez raison, mais je suis veggie friendly Ah oui, et veggie cool. nous, ça nous va J'ai très juste bien. enlevé une petite protéine Voilà. animale, c'est tout. Écoutez, j'ai une bonne fois qu'on conscience a quand même. hein. ingéré cette chose-là, éventuellement, on peut aller marcher en montagne. À la Ma foi, montagne, c'est pas une belle idée, digérons. ça, d'aller marcher en bien, montagne. bien. Mais surtout, on peut s'intéresser, puisqu'on est en train de sillonner la montagne, aux intérieurs des chalets, Laetitia. Ah bah oui, et c'est ces l'époque d'en intérieurs parler. se modifient, dites-vous. Oui, C'est-à-dire, bah oui, parce que les chalets autrefois, ils avaient de toutes c'était petites tout en bois fenêtres avec des pots de bêtes. pour éviter les pertes de chaleur et des murs en bois extérieurs et intérieurs pour contrer le froid là aussi. Aujourd'hui, les matériaux ont évolué, les verres sont de plus en plus performants et isolants et bah du coup, qu'est-ce qu'on voit apparaître? Des grandes baies vitrées dans les chalets. Les architectes qui sont des petits malins font des percées dans les murs en fonction des montagnes. Et là, la fenêtre, ça devient un tableau vivant sur la nature, oui, c'est c'est malin. juste sublime. Mais Laetitia, où est-ce qu'on peut trouver d'autres bonnes idées comme ça pour l'intérieur de mon petit chalet? Alors, moi, je vous ai apporté un livre qui s'appelle Décoration chalet de Marie-Christine Hugonneau aux éditions Glénat. Je vous parlais des baies vitrées tout à l'heure. J'ai vu un exemple d'immenses baies vitrées dans un chalet, dans ce livre, avec de très très grands rideaux en drap de laine. Et pour les ranger, le propriétaire a eu une idée que je trouve amusante. Il a posé un sac de hissage qu'il utilise dans les big walls, les grandes parois. Vous savez, c'est un sac dans lequel on met le matériel d'escalade Oui, et qu'on absolument. porte sur son dos. Ah oui, effectivement. Alors, le sac, il est posé sur le sol, au pied des rideaux. Au pied Et des le rideaux, bas du ouais. rideau se range dans le sac. Exactement. C'est joli, c'est pas Exactement. bête. Hein. Et c'est une pratique. jolie idée Ouais. dans un chalet. Ouais. À la montagne, il y a un souci d'optimisation de l'espace puisque les chalets sont pas tous immenses. Le conseil, donc, c'est de faire des portes de placard tout en hauteur et coulissantes qui donnent une impression d'espace et qui sont plus pratiques. Et pour les chaussures là, de ski qui sont tellement moches. Ah oui, pour les chaussures, vous aménagez le dessous des escaliers. Et pour les lits, pourquoi pas des lits clos? C'est-à-dire que ce que vous faites, sur un mur, Comme en vous mettez Bretagne. des couchages superposés et vous les fermez par des rideaux pour que chacun ait son intimité. Absolument. C'est Il n'y a très pas sympa de nid après. douillet sans cheminée. Ah, Exact. c'est juste indispensable, la cheminée. Regardez la neige tomber au chaud au coin du feu.
feu. Un pur bonheur. Et puis à côté, une bibliothèque avec les fameux livres rouges. Les livres de chez Guérin, de Chamonix. Ouais, des ouvrages rouges comme les chaussettes et les pulls portés par les montagnards. C'est ce que dit le fondateur de cette maison d'édition spécialisée dans les beaux livres sur l'alpinisme et la montagne, Michel Guérin. Et alors concrètement, la déco du chalet, c'est quoi? C'est un mélange de matières plutôt nobles. Le cuir a beaucoup de succès, le tapis en peau de vache, un coussin en fourrure, un plaid en laine. Mais en fait, on dose, on y va par petites touches. D'accord. Les chalets aujourd'hui sont un mélange de modernité et de valeurs sûres. Dans les cuisines, par exemple, il y aura du bois, mais mélangé au métal. Ça me va. Voilà, alors si vous êtes à la montagne, j'espère que vous êtes dans un joli chalet qui a une jolie déco. En tout cas, des jolis chalets à jolie déco, on peut en voir dans Décoration Chalet de Marie-Christine Hugonneau aux éditions Glénat. Et j'ai eu en main un catalogue de vente d'une maison immobilière de luxe qui vend des chalets, n'est-ce pas, à Megève. Vous avez acheté, Bernard, bien entendu. Il n'y a rien en dessous de 3 à 4 millions d'euros. C'est des trucs qui font entre 200 et 280 mètres carrés avec des piscines incorporées. Et notamment avec des grandes baies vitrées, ce qui est tout à fait paradoxal, mais enfin c'est ainsi. La suite de Maison, Jardin, Cuisine, Brocante dans un instant. Thierry le jardinier, le salon de l'agriculture. C'est là-bas qu'il va vivre roulé en boule sur un tas de paille. Et les objets du métro parisien avec Églantine Émeillé. À tout de suite. Maison, Jardin, Cuisine, Brocante Sur RTL. 9h47. La suite de Maison, Jardin, Cuisine, Brocante. Thierry le jardinier, le salon de l'agriculture, le salon des bêtes, ouvre ses portes à Paris, porte de Versailles. Vous voulez remercier les éleveurs et les bergers, et vous avez bien raison, pour leur rôle absolument primordial dans la sauvegarde de la biodiversité. Alpage, estive des Pyrénées, herbage du Massif central, tous ces paysages nous émerveillent. Ils ont un point commun, leur pâture permanente, qui sont devenus au fil des siècles le paradis des fleurs, des insectes et des oiseaux, car jamais bouleversés par les labours. Des herbages qui grouillent de vie. On a bien vu en Vendée quand ils ont remembré dans les années 60, il n'y a qu'à voir ce qui reste de la Vendée, rien. C'est joli ce qu'on entend. Ça, c'est la vie des prés. C'est la vie des prés. C'est ça, 80 à 100 espèces végétales et animales visibles à l'œil nu sur un simple mètre carré. Ah oui, quand même, d'accord. De l'anémone pulsatile, alors qu'il des bourdons, de l'alouette Lulu au pavillon azuré du serpolet, sans oublier sauterelles et abeilles solitaires. Une vie foisonnante. Et c'est là qu'on doit remercier les bergers et les éleveurs. Mais oui, parce que ces paysages, c'est une coproduction séculaire, voire millénaire. Nature, paysans, bétail. Le résultat du travail des éleveurs et du pâturage des troupeaux qui, en broutant, créent des hauteurs d'herbes différentes qui sont autant d'habitats variés pour fleurs et animaux. Et le fumier, alors ça pollue pas ça? Bien sûr que non, car cet élevage est extensif, pas intensif. Peu de bétail à l'hectare. Le fumier maintient juste donc la fertilité de ces prairies pauvres pour le grand bonheur des vers de terre et de la microfaune et flore du sol. 250 millions d'êtres vivants sous 1 mètre carré d'herbage. 250 millions. Il faut revoir ce documentaire formidable Microcosmos. Vous vous souvenez, c'était chef-d'œuvre fabuleux. absolu tourné en Aveyron. Et ces prés fleuris couvrent quelle surface? 8 millions d'hectares aujourd'hui, hélas. D'année en année, cela diminue. En 30 ans, ces beaux paysages ont perdu 5 millions d'hectares au profit soit de l'urbanisation, soit de la friche sans diversité qui étouffe le terrain dès qu'il n'est plus brouté par le bétail, car les bergers et les éleveurs abandonnent ces pâtures pas très bonnes, un peu pauvres. Ils sont découragés par la faible rentabilité et par l'augmentation des contraintes. Et de ça, vous êtes absolument certain? Oui. C'est pour ça? Oui. Un exemple. En Bourgogne, le Conservatoire d'espaces naturels estime que la moitié des espèces de papillons de jour est éteinte en Bourgogne et presque les 3/4 des espèces qui restent sont menacées uniquement parce que la majorité des anciennes prairies sèches riches en fleurs n'est plus broutée et se fait envahir par cette friche mortifère. Alors, pour redresser la barre, ce conservatoire collabore avec des éleveurs qui remettent leurs bêtes sur ces prairies. Alors, si vous aimez les fleurs et les papillons, soutenez les bergers. Et si vous aimez les fleurs et les papillons, adhérez à l'association Noé, dont je fais partie, en l'occurrence, qui fait un remarquable travail d'études, justement, sur les papillons, entre autres, et qui a montré l'effondrement des populations de papillons. Et arrêtez de tondre votre gazon, c'est ça aussi. Voilà, il faut laisser une petite bande d'1 mètre le long du gazon. Églantine Émeillé, aujourd'hui, vous restez à Paris et vous nous emmenez sous terre, ma foi, pas dans les catacombes, et je ne vois pas vraiment le rapport avec la brocante. Eh bien, disons que sous terre, 4 millions de Parisiens y descendent chaque jour, et ce depuis 118 ans. Et oui, le métro, puisque c'est bien de lui qu'il s'agit, est un passage obligé de notre belle capitale. Et en 118 ans, c'est ça qui m'intéresse, c'est que ce métro a bien évolué, générant un paquet d'objets qu'on trouve sur les brocantes. Alors on va commencer, savez-vous qui a signé la fin du fameux poinçonneur des Lilas ?
À l'époque. Gainsbourg. Il a chanté, mais... Mon passe Navigo. C'est la bande magnétique qui a été généralisée sur les tickets en 1973. Ouais. Mais le ticket, à part ça, lui, n'a quasiment pas changé depuis sa création en 1900. Il a presque gardé ses dimensions de jeunesse. Il s'est juste allongé de quelques millimètres. La couleur a changé, bien sûr. sûr. Donc ceux qui s'intéressent aux tickets de métro devront faire attention à chiner des tickets bien conservés qui ont encore leurs talons non déchirés. C'est une collection hyper abordable. Je vous donne un ordre de prix. Un ticket des années 30 en parfait état se négocie aux alentours de 10 €. Okay. Et à part les tickets, alors qu'est-ce qu'on peut chiner d'autre? Mais ce que serait un ticket sans sa poinçonneuse? Des trous, des petits trous, encore des petits trous. Évidemment. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Alors la lourdeur et la rigidité de sa poignée ont généré quand même de nombreuses tendinites à nos contrôleurs qui pouvaient poinçonner pas moins de 3000 tickets par jour. C'est vrai, il va avoir des... Non mais c'était de la folie. Il existe des poinçonneuses, attention, de première classe, des poinçonneuses de deuxième classe. Aujourd'hui, si ça vous intéresse, pour enchaîner, il faut compter une centaine d'euros pour une poinçonneuse Klein ou Klein, je sais pas vraiment comment on dit, en état de marche des années 50. D'accord. Il y a les cartes de métro également qui sont une valeur très sûre. Ça, c'est assez beau. Ça. C'est très joli. Ça se négocie une dizaine d'euros pour une carte qui fait apparaître par exemple la compagnie Nord-Sud. C'était une société privée qui avait construit et exploité 3 lignes du métro. Pareil, les prix sont à peu près similaires pour celle de la compagnie des chemins de fer métropolitains de Paris. C'était la concurrente de la première qui d'ailleurs a fini par l'absorber. Et ce jusqu'à la nationalisation du réseau, on est en 1948. J'adore. Moi, j'attends les plaques émaillées. Hein. Évidemment, on les adore, ces fameuses plaques signalétiques qui ont indiqué le nom des stations jusque dans les années 80. Leur cote varie beaucoup en fonction des stations. Est-ce que vous avez une idée des stations les plus recherchées? Les plus chères. Les plus anciennes, Bastille. Alors, ce sont celles de la Porte-Maillot, de Pigalle, de Passy et de l'Étoile. Pourquoi celles-ci? Je ne sais pas, mais elles se négocient. Les plus vieilles, peut-être. Elles se négocient jusqu'à 1000 €. Ah oui, quand même. Alors qu'une plaque émaillée du Palais Royal Musée du Louvre, moi j'aurais pensé que c'était beaucoup plus cher, 2,65 m, ça se vend 650 €. Mais ça plaît beaucoup. Et j'invite d'ailleurs tous les amateurs à Drouot le 9 avril prochain. C'est à 14 h. Ce sera la 7e édition de la vente Paris Mon Amour, organisée par la société Lucien Paris. C'est une vente de plus en plus prisée qui propose chaque année des objets souvent issus de collections de particuliers qui se passionnent pour le patrimoine de la capitale. Merci beaucoup Églantine, en tout cas pour toutes ces informations sur la Chine des objets du métro parisien. Mes amis, je vous souhaite un bon samedi. Demain Demain. Mais oui, demain. Bonne journée. Il y a intérêt.